Alors dans ce qui, arrive et repart, de la ville, notamment, vous évoquiez tout à l'heure les matériaux de construction, notamment le bois, à une époque qui arrivait essentiellement par voie fluviale, je crois, en mode flottage. Je pense que ça existe plus du tout, en tout cas pas en région parisienne, mais je pense que ça existe encore au Canada, par exemple, non? Oui, le flottage, c'est une activité alors dans le bassin de la Seine qui commence au XVIe siècle, qui a permis en fait d'accroître l'aire d'approvisionnement en bois parce que, on avait des pénuries récurrentes de bois et donc là, on a pu aller chercher du bois plus loin et donc on amenait, du bois à la fois pour la construction, mais surtout du bois, pour, la combustion, donc Chauffage, pour ouais. le chauffage et pour la cuisson du pain et des aliments. Et ce flottage, donc il représentait alors en tout cas pour le chauffage, il représentait à peu près 2 tiers de ce qu'on consommait à Paris qui arrivait par flottage et ce flottage, il a duré jusqu'à je crois que le dernier train de bois, comme on les appelle, est arrivé à Paris dans l'entre-deux-guerres. Bon, c'est il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, un petit peu moins de 100 ans. Et puis, il y a eu un moment où on a eu aussi une forme de révolution dans les matériaux de construction et dans les sources d'énergie qui fait qu'on n'a plus eu besoin ou on a eu moins besoin de ces matières. Mais il est vrai que dans certains pays dans lesquels, on a des étendues extrêmement importantes et un réseau fluvial lui aussi extrêmement important, le flottage reste un moyen de transport, extrêmement performant, qui ne nécessite pas de source d'énergie puisque, c'est la rivière qui transporte, qui donne son énergie pour le transport du bois. Cela dit, donc, pour la France, c'est quelque chose qui a disparu, encore une fois, depuis près d'un siècle. Et donc, je vous ai déjà entendu le mentionner, il y a une crise du bois qui est finalement une crise énergétique, qui va en annoncer d'autres bien plus tard. Celle-là, elle est liée au manque. C'est-à-dire qu'il y a trop d'habitants qui veulent se chauffer ou... Alors, effectivement, au XVIIIe siècle, il y a une grosse crise énergétique est intense dans les années 1770-1780, qui touche toute la France, mais en particulier Paris. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont avancées, hein. Bon, bien sûr, il y a la population qui augmente, qui a besoin de se chauffer, de faire cuire son pain. Mais il y a aussi plusieurs autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'essor industriel, les industries de fabrication du verre, qui manipulent les métaux, etc. Elles ont des consommations de bois énormes, beaucoup plus importantes que celles des citadins. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est mise en avant par les contemporains du XVIIIe siècle, qui est ce qu'on appelle à l'époque le goût du luxe. Parce que les plus riches ont tendance à multiplier le nombre de cheminées dans leur maison, alors qu'auparavant, on avait une cheminée par logement, et ça augmente les consommations de bois, en même temps que ces plus riches vont consommer les objets en verre, par exemple, qui eux-mêmes consomment du bois. Et donc ça va avoir un effet sur la ressource qui décroît, d'autant plus qu'il y a toute une partie de la ressource qui est inaccessible à la consommation. C'est tout ce qui concerne les chasses du roi. Donc toutes ces forêts dans lesquelles les arbres sont intouchables parce que leur vocation est de permettre aux rois et aux aristocrates d'aller chasser. Ça diminue d'autant le gisement. Et ça va donner naissance donc à cette très grosse crise qui va avoir pour effet déjà l'augmentation considérable du prix et qui va donner lieu à tout un tas de recherches pour essayer de trouver des solutions à la crise. Et ces recherches, elles vont aller dans le sens de l'utilisation d'autres sources énergétiques. Alors, dans un premier temps, on s'est pas mal tourné vers le charbon de bois. Bon, le charbon de bois, c'est fait avec du bois, donc c'est pareil, mais simplement pour faire du charbon de bois, on peut utiliser des bûches de plus petite dimension, donc des arbres plus jeunes. Donc c'est une très mauvaise solution parce que ça ne fait que précipiter l'épuisement de la ressource, mais à court terme, ça apparaît être une bonne solution. Et puis bien sûr, on va envisager de promouvoir l'utilisation du charbon dit de terre dans les maisons. Alors le charbon de terre, on le connaît depuis très longtemps, hein, mais il était très peu apprécié pour l'usage domestique, notamment à cause de la fumée, des odeurs, etc. Ça, c'est une première série de mesures. On va aussi penser à la tourbe, qui est déjà utilisée
dans certaines régions. Et puis, on va aussi faire d'énormes travaux pour faire des économies d'énergie. Le début du 19e siècle est obsédé, alors pas tout le monde, mais en tout cas ceux qui sont concernés par cette question, sont obsédés par les économies d'énergie. L'objectif, c'est de faire en sorte que faire cuire la soupe, ça dépense moins de bois ou de charbon ou quoi que ce soit, que chauffer une pièce, ça dépense moins de bois, etc. Et donc, on va proposer, par exemple, on va beaucoup travailler sur les cheminées, sur les fours, tous les appareils qui utilisent des combustibles, de façon à utiliser des matériaux, des formes, des dimensions qui soient plus efficaces et plus économes en énergie. Et d'ailleurs, on parle évidemment encore aujourd'hui beaucoup de transition énergétique. Et il y a une transition qui se fait naturellement du bois au charbon, mais dont vous remarquez que je crois que ça prend une cinquantaine d'années, c'est ça, hein, ça ne se fait pas immédiatement. Voilà, alors la transition, elle est pas, on ne peut pas dire qu'une transition ce soit naturel, Ouais. parce que derrière la transition, il y a tout un tas de gens qui ont fait des choses, il y a des politiques, il y a des jeux de pouvoir, il y a des infrastructures, donc il y a énormément de choses et qui ont été mises en œuvre pour aller dans le sens de cette transition ou de ce changement. Et effectivement, pour Paris, mais on a tout début 19e siècle quasiment pas de charbon de bois qui est utilisé au sein de la ville de Paris. Et au milieu du 19e siècle, donc vers 1850, la moitié de l'énergie consommée, c'est du charbon de bois. Donc on peut dire que là, la transition, elle est faite, donc c'est 50 ans. Alors c'est vrai que ça peut amener à réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui, puisque le mot transition est sur toutes les lèvres. Bon, on ne sait pas aujourd'hui si on est dans une phase de transition, on ne le saura que si la transition est achevée, mais par ailleurs, la question surtout pour aujourd'hui, c'est de quelle transition parle-t-on ? Puisque ce qui se passe actuellement, c'est que ce qui est encouragé en particulier par les politiques publiques, mais aussi par les stratégies des principaux acteurs privés, c'est une transition principalement vers l'électrification. Alors, en partie grâce à des ressources renouvelables, mais aussi grâce, pour certains, à l'énergie nucléaire, qui finalement ne traduit pas du tout un changement de ce que, dans le domaine des travaux sur le métabolisme, on appelle de régime socio-écologique. C'est-à-dire que on ne sort pas de cette idée selon laquelle l'énergie doit être abondante, repose sur des ressources minières ou fossiles en grande quantité, parce que même quand on fait des énergies renouvelables, on utilise des ressources minières qui sont donc de gisements limités pour les métaux, les terres rares, etc. etc. Voilà, donc cette transition qui nous est vendue en quelque sorte, c'est plus une transition socio-technique, donc avec des transformations des techniques mises en œuvre, qui est très fortement portée d'ailleurs par une forme de technosolutionnisme, et pas tellement une transition socio-écologique ou socio-métabolique qui, elle, serait beaucoup plus radicale et serait nécessaire si on voulait arriver à rester dans les limites planétaires. Alors, je voudrais qu'on évoque inévitablement les déchets. Vous en avez fait un ouvrage, l'invention des déchets urbains. Alors, à quand vous la datez, cette invention, considérant, on va dire Paris, les déchets urbains? Alors, pour Paris, mais ça marche assez bien pour la France, on peut dire que les déchets urbains naissent en quelque sorte dans l'entre-deux-guerres. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que jusque-là, le mot déchet qui existait, un déchet, c'est un terme qui auparavant était surtout utilisé dans l'industrie, l'artisanat, pour décrire une chute lors de la transformation d'une matière première. Bon, comme quand si on prend une pièce de métal et qu'on la découpe, si je puis dire, il y a des morceaux qui vont tomber, c'est des chutes. Et ça s'appelle un déchet, parce que déchet, ça vient du verbe choir, donc tomber. Et donc, ce mot n'était pas du tout utilisé jusque dans l'entre-deux-guerres pour désigner les sous-produits urbains. Et ça amène à la deuxième raison, qui est qu'ils n'étaient pas utilisés, notamment parce que ces sous-produits urbains avaient tous une utilisation. Dans l'agriculture, comme on l'a vu précédemment, mais aussi dans l'industrie. Par exemple, les chiffons pour fabriquer du papier, les boîtes de conserve pour fabriquer des jouets, mais pas des jouets qui seraient fabriqués par
des personnes isolées pour avoir un petit revenu, des jouets fabriqués dans des usines avec des capitaux importants, etc. etc. Donc, tout ça fait que cette notion de déchet n'existe pas et l'idée de jeter des choses n'existe pas en quelque sorte. Et c'est dans l'entre-deux-guerres, avec la révolution des Anglais que j'ai déjà évoquée, et puis avec de très fortes transformations du secteur industriel, que ces sous-produits vont progressivement perdre leur utilisation et qu'on va voir émerger dans les textes qui portent sur la gestion de ces matières le terme de déchets.